Bonjour, merci de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance. C'est Canal Presse qui démarre. Voici le sommaire de cette édition. Voici des fonctionnaires délinquants à la Camerounaise. Les voici et ils ne sont pas peu nombreux. On dit plus de 14 000. Ceux-là sont fiers de toucher un salaire pour rien. Nous n'irons pas jusqu'à dresser un hit parade des déserteurs, mais il y a une mention spéciale à attribuer au ministère de la Santé. C'est lui le plus grand malade des agents publics et fonctionnaires qui ont élu domicile dans les secteurs privés et même à l'étranger. Mais comme on dit chez nous, le salaire passe. Il a fallu une mission de contrôle pour se rendre compte de la catastrophe. Question du reste, comment en est-on arrivé là? Qui sont ces fonctionnaires? Que va-t-il se passer si quelque chose doit se passer? Les députés SDF ont des vuvuzelas. C'est là pour dire qu'il se passe quelque chose à l'Assemblée nationale du Cameroun. Quelque chose de pas ordinaire depuis que ce parti a décidé de s'aimer un petit désordre parlementaire. Ce vendredi encore, la discussion générale relative au budget 2018 de l'État du Cameroun n'a pas eu lieu dans les règles de l'art. Alors que le président de l'Assemblée nationale lançait les travaux, Joseph Banadzem, président du groupe parlementaire du SDF à l'Assemblée nationale, a dit niet à leur poursuite en invoquant la désormais sempiternelle crise anglophone. Les députés SDF ont poussé leurs collègues de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, à renverser les chevaliers. Et l'un d'eux a porté blessure. L'UDC avait, comme l'UPC, à faire prévaloir avant l'adoption d'un budget qui a finalement été validé en l'état des questions. Enfin, sous une salve d'applaudissements. On dira alors, en guise de questionnement, le budget ainsi adopté dans ces conditions est-il légal? Et puis, a-t-il tenu compte de la crise anglophone? Hugo Bros, oh Hugo, le blanc de 65 ans a manqué d'honneur en refusant de voir qu'il allait être chassé de la direction des Lions indomptables du Cameroun. Pas de happy end selon Happy, qui a donc mis fin au contrat de Bros avant date. Il devait arriver ce contrat-là à terme en février 2018, mais la Fédération camerounaise de football était pressée, très pressée de se séparer du Belge. Après la honteuse défaite en amical contre la Guinée, après le dérapage territorial du coach. Car en effet, Hugo Bros n'a jamais vraiment habité ici, n'a vraiment jamais habité au Cameroun. Hasard de calendrier, c'est dans son pays qu'a été déclenché le Bruxelles Gate, du nom de cette opération finalement éventrée et qui consistait en la vente de places au sein de l'équipe nationale. Un bonjour donc à monsieur le procureur de la République près le tribunal de l'Africa Food. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit. Voilà, bon appétit Ghislain Pierre et Sono, merci. On accueille rapidement nos invités. On commence par François Bikoro. François, bonjour, bienvenue. Bonjour, tout le plaisir est pour moi d'être encore une fois de plus dans cet agora qui, semble-t-il, promet la constitution de notre pays dans la paix, l'unité et la concorde. On parle avec vous de cette affaire qui s'est passée une fois de plus à l'hémicycle de Guaykele, l'hémicycle qui s'est transformé quasiment à une maison de concert, des vuvuzelas, pire encore, des députés blessés, notamment le député l'honorable Doualam de Woum, dans la région du nord-ouest, qui a été blessé par un député de l'UDC. Comment est-ce que vous avez accueilli cette triste information cette semaine? D'abord les images. On nous a dit dans ce pays qu'il était très difficile entre le parti au pouvoir et ses alliés de travailler en bonne collaboration avec les partis de l'opposition. Vous venez de constater avec effraction que c'est un député de l'opposition qui a jeté un projectile, enfin, dont le projectile est allé abattre un autre député de l'opposition. Quelle belle image de concorde en ce qui concerne la politique dans notre pays. La deuxième image, c'est que nous regardons beaucoup la télé. Et vous constatez avec moi que le monsieur qui a eu la blessure, ressorti justement d'une région dont depuis près d'un an et demi aujourd'hui, nous essayons vainement de supplier nos compatriotes qui sont camerounais, qui le demeureront et qui le souhaiteront d'être avec nous,
quand ces images arrivent à Kumbo, à Wodikum, à Bamenda, où on voit un francophone, j'allais dire un Camerounais d'expression française, jeter un projectile qui atteint un Camerounais d'expression anglophone, c'est une belle image pour la concorde dont on demande au chef de l'État de mettre en œuvre. La troisième, c'est que comme on regarde beaucoup la télé, sûrement qu'ils ont dû voir, je crois que ça devait être en Azerbaïdjan, ou en Russie, ou en Chine, je ne sais plus où des gens d'une certaine démocratie, comme nous aimons les transposer dans notre pays, de se donner des coups de poing. Je serais encore d'accord que l'on danse, parce que la danse est une expression africaine qui démontre qu'on a de la vigueur et qu'on est ensemble, qu'on fasse des vuvuzela. En Afrique du Sud, la Coupe du Monde s'est très bien passée pour tout le monde, parce qu'il y avait une exception culturelle. Mais qu'un député de la nation prenne un projectile dont la direction était celle du président de l'illustre chambre, c'est-à-dire le très honorable Kaba Yegé Djibril, et qui malheureusement a plutôt pris, ou alors heureusement, puisqu'ils sont tous des députés, un autre député, c'est une image très pernicieuse pour nos enfants qui dans quelques jours vont composer, je crois, pour le premier trimestre. On a toujours dit dans notre pays que c'est bien de proclamer à la radio et à la télévision que le vivre ensemble est une bonne chose, il faut que tel fasse ceci, tel fasse ceci, mais on a toujours oublié que l'éducation est la mère de toutes les sciences, c'est elle qui permet que tous les concepts que nous proclamons ici puissent être mis en œuvre. Comment est-ce que nos enfants vont interpréter qu'une dame, fût-elle aussi fâchée, qui est à la tête d'un parti politique avec son époux, qui dirige ce parti, et nous l'avons félicité parce que c'est le seul qui a compris comment il faut gagner les élections dans notre pays, se circonscrire là où on est sûr de gagner, qu'à la fin d'une législature, à l'approche d'un environnement aussi compliqué que celui des élections générales, qui je l'espère auront lieu l'année prochaine, vous conviendrez avec moi que cette image-là n'est pas très bonne. Il faut dire que c'est une mauvaise image, mais c'est une image qui nous renseigne sur ce que nous sommes réellement. Merci François Bikoro. François peut en cacher un autre, probablement lui c'est pas François Bikoro, c'est Jean-François Chanon. Bonjour, bienvenue Jean-François. Bonjour Bougazouna, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2 International que j'ai le plaisir de retrouver dans le cadre de Canal Presse. Et je voudrais souhaiter que le débat soit constructif pour l'avenir de notre pays. Nous avons tous le devoir d'aimer notre pays et à travers la parole que nous utilisons dans un débat public au niveau de la télévision, eh bien beaucoup de gens nous écoutent et voudraient bien qu'on puisse avoir accès à plus de développement, à plus de prospérité, à plus de progrès dans notre pays. Alors vous allez constater avec moi, les François se suivent mais ne se ressemblent forcément pas. On verra peut-être un autre François, mais plus de peur que de mal. C'est pas un François qui se retrouve à la PJ, c'est plutôt un Patrice Ngana qui a été gardé à vue pour outrage à chef d'État cette semaine. Ah, ce n'est pas simplement gardé à vue, il a été débarqué d'un vol en zone internationale à Douala, régulièrement assis. Il a pris un vol pour il allait au Zimbabwe pour retrouver sa famille. Et c'est à l'intérieur de ce vol que les gars de la DGE sont allés le faire sortir de force. Et du coup, il a été ramené au secret à Yaoundé, gardé d'abord au secret à DGRE avant de le sortir et le mettre à la disposition de la police judiciaire. Il lui est reproché outrage au chef de l'État, entre autres, et menace de mort. Et je crois qu'il y avait un troisième chef d'accusation qui ne me revient pas. Vous savez, il ne faut jamais dire, il faut jamais balbutier quand on n'a pas. Parce que c'est souvent, on ne sait pas ce que ça peut représenter, surtout quand on parle dans un média. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est un écrivain bien connu, très talentueux, qui a écrit notamment Mont Plaisant, La saison des prunes, qui a aussi fait plusieurs livres, qui a d'ailleurs gagné le prix de grand prix de la littérature. Donc c'est aussi un enseignant très connu de littérature, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Je le connais personnellement. Je suis en arrivé. C'est pas pour cette raison qu'il a été gardé. Donc vous savez, je sais pourquoi je dis cela, parce que vous savez, les enseignants engagés ont un caractère, c'est-à-dire où ils poétisent toute la vie. C'est-à-dire, toutes les paroles qu'ils prononcent sont imaginaires en réalité. Ça n'est jamais... c'est la construction. Même vous voyez, quand il fait des chroniques, c'est toujours... Alors, on lui reproche d'avoir dit dans l'une de ses chroniques que s'il se retrouve face au président Biya,
il y a bien si je me retrouve face au président Biya et que j'ai une arme, je lui flanque cela là où il est, parce que pour moi il ne doit plus exister. Pour moi on doit s'en débarrasser. Alors je crois qu'il voilà un peu, c'est un peu ce genre de Mongebeti, hein. C'est un peu le genre de Voltaire, c'est un peu le genre de Jean-Paul Sartre, dont toutes les sociétés en ont besoin. Mais l'affaire telle qu'elle se représente aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin de ça, parce que on va entrer dans un procès où même la justice va être ridiculisée. Parce que ce gars va... D'ailleurs, si vous avez les échos de son audition, hier, il a essayé effectivement de ridiculiser les officiers de police judiciaire en disant que vous me reprochez d'avoir menacé le président Biya. Mais c'est tout ce que j'ai dit est imaginaire. D'abord, je ne pourrai jamais me retrouver devant le président Paul Biya parce qu'il est inaccessible. Et 2, je ne pourrai jamais avoir une arme pendant que je suis face à lui. Mais j'ai fait une image. Et là, je crois qu'il va être présenté au procureur de la République ce lundi. Et le cycle va continuer. Et je dis qu'on n'a pas besoin de ça. Il faut laisser ce genre d'intellectuels qui gênent, qui parfois ont la parole qui choque, qui doivent exister dans notre société, de manière à montrer qu'effectivement, on est en train d'aller vers une société de progrès. Vous avez ce genre de personnages partout, même aux États-Unis, même en France, qui existent. Ce sont des écrivains. Quand Jean-Paul Sartre décide de descendre avec eux, de soutenir les manifestants de mai 68, tout le monde s'est dit, mais De Gaulle dit, mais non, on ne touche pas à Jean-Paul Sartre, on ne touche pas à Sartre, hein? La même chose, on fait trop d'erreurs. Il me souvient qu'un jour, le président Biya voulait passer. Mongebeti voulait entrer dans sa librairie. Il s'est dit, mais attends, je suis passé par derrière, je peux quand même arriver en attendant que le président Biya passe. Un officier est venu le frapper par derrière, il est tombé. Et ce qui a énervé son épouse, c'est que quand il meurt, le président Biya envoie un hommage, il a dit des condoléances à son épouse. Son épouse dit non. Quand on a frappé mon mari, tu n'as pas réagi. Quand on a frappé mon ami, je refuse tes hommages. Donc il y a ce genre de situation, on n'a pas besoin d'une affaire Ghana au Cameroun. Okay. On n'a pas besoin de ça. Merci. Parce que ça va encore résonner au-delà de nos frontières et on dira, voilà, on sera encore sur orbite. Au Cameroun, on arrête les écrivains. Au Cameroun, on arrête des impertinents. Au Cameroun, on arrête ceux qui ne partagent pas les idées du pouvoir, etc., etc. On a besoin des gens comme Ghana dans notre société. Merci Jean-François Chanon. Une colonie, décidément, des François sur ce plateau. Un troisième François, lui n'est pas Chanon. Jean-François Mebenga. Bonjour, bienvenue, Jean-François. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas passé par ici. Et je salue également vos millions de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je salue les copanélistes. Là, ce n'est pas un individu, un écrivain qui menace le chef de l'État, mais c'est plutôt un membre très important du clergé, Monseigneur Samuel Cléda, lui. Il demande ouvertement à Paul Biya de ne plus se représenter. Décidément, Paul Biya a chaud cette semaine. Oui, mais enfin, je crois que Monseigneur aurait dû pousser sa logique jusqu'au bout. C'est-à-dire quand il décide de déconstruire Paul Biya, il aurait pu également proposer quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, à la place du président Paul Biya. Parce que s'il ne l'a pas fait, s'il n'y a pas pensé, ça suppose que lui, il serait pour que le Cameroun soit jeté dans la confluence des eaux troubles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le Cameroun se retrouve dans le chaos. Parce que vous n'allez pas déconstruire sans construire sur les gravats de ce que vous avez détruit. Donc, ça veut dire que vous laissez un vide. Et un vide qui peut effectivement aboutir à un chaos. Donc, c'est pour ça que personnellement, je ne le soutiens pas, je ne soutiens pas cette prise de position. Il a manqué de courage, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Bon, maintenant, quant à l'écrivain ghanan, je crois qu'il y a quand même un minimum de respect pour un président. On ne peut pas créer un débat. Non, un président de la République qui est détenteur, n'est-ce pas? Vous aviez votre sujet. Vous aviez votre sujet. On ne peut pas créer un débat. Absolument. C'est juste un mot.
On accueille le quatrième invité sur cette question. Abdoulaye Ado, bonjour, bienvenue. Merci Monsieur Bouba, vous cassez le refrain de François avec Abdoulaye. Il fallait. Merci, il fallait. Hein, parce que c'était trop d'Abdoulaye, trop de François. Maintenant, Abdoulaye Ado, on vous accueille avec ces histoires de fonctionnaires fictifs. On parle de 14 000 agents de l'État fictifs. On se demande comment ça se passe. C'est des fonctionnaires qui perçoivent toujours leur salaire. Comment expliquer que cette situation perdure depuis des années? Bon, ce qu'il faut dire, c'est des gens dont on ne retrouve véritablement pas leur situation administrative. Ils peuvent être effectivement des fonctionnaires, mais ils ne sont pas là quand les recensements sont passés. Parce qu'il faut dire que le premier ministre chef du gouvernement a instruit le ministre de la fonction publique et celui des finances, parce que ce contrôle-là s'est fait avec ces deux administrations. Donc ils ont sillonné des administrations et c'était inopiné. Par exemple, là où moi je travaille, ils ont fait une semaine. Ils ne vous disent pas quand ils viennent. C'est-à-dire, et on veut vous trouver à votre poste de travail. Donc, il y a des gens, si vous êtes en congé, sûrement il y a une note qui vous a mis en congé. Si vous êtes en mission, il faudra produire. Donc, on va, à travers les demandes d'explication qui seront faites, savoir exactement qui est là, qui n'est pas là. Mais il faut dire, et ça il faut le déplorer, que plusieurs fonctionnaires camerounais perçoivent de l'argent chaque fin du mois alors qu'ils travaillent autre chose aux États-Unis, en France, dans d'autres pays africains. Ça veut dire qu'ils ont réussi à travers des complicités de pouvoir être hors du Cameroun, faire autre chose. Parce qu'il y a des cas où vous trouvez, par exemple, soit un enseignant, soit un médecin qui est intégré au Cameroun, mais il est ailleurs. Et son argent continue de passer. Ça veut dire qu'il y a, au niveau de la hiérarchie immédiate, une complicité ou un laxisme. Et je crois que, avec nos engagements, avec les institutions internationales, au niveau financier, ça nous oblige aujourd'hui d'être rigoureux. Parce que même le mauvais traitement des fonctionnaires qu'on a aujourd'hui, parce qu'il faut dire que l'État du Cameroun a réussi à créer des travailleurs pauvres. Ça veut dire que vous avez un salaire qui ne peut pas vous permettre d'atteindre la fin du mois. Donc, c'est à cause donc de ces gens-là qui indûment prennent de l'argent, il est difficile à l'État de pouvoir payer décemment ceux qui sont là. Donc, en essayant d'élargir, ça va sûrement permettre d'économiser une certaine masse financière et peut-être on va essayer d'améliorer les conditions de ceux qui sont effectivement là. Et il faut que ces recensements-là continuent régulièrement et de manière inopinée. C'est seulement comme ça qu'on pourra régler cette question. Mais il faut dire, il y a également au niveau du ministère des Finances des gens qui sont sur les machines qui attribuent des matricules fictifs aux gens où quelqu'un peut se retrouver avec 4, 5 salaires. Il va y prélève, il vient redistribuer. Donc au niveau du ministère des Finances aussi, que le ministre essaye vraiment de mettre l'œil dessus pour que ce genre de choses cesse. Chez les militaires, on appelle ça le mboma. Je ne dirais pas plus que ça. Sport, la finale de la Coupe du Cameroun va finalement se jouer aujourd'hui entre New Star de Douala et UMS de Loum. Quel enjeu pour cette finale qui a été annoncée et reportée à plusieurs reprises, Dr Mbappé? Oui, bonjour, merci. Bonjour, millions de téléspectateurs disséminés à travers le monde. Bonjour aux co-panélistes. Oui, là, vous savez que la Coupe du Cameroun, c'est un grand moment d'allégresse populaire. La communion avec le peuple, c'est la clôture officielle de la saison sportive
toutes disciplines confondues. Mais on a souvent l'impression, c'est même pas, c'est plus qu'une impression, que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Parce que en fait, lorsque vous regardez tout ce qui entoure cette finale, c'est souvent très difficile. Les Camerounais veulent bien aller voir ce match, cette belle fête populaire, mais sauf que les conditions du protocole ne permettent pas. Parce que je passais encore là tout à l'heure à 11h, on empêche déjà que les taxis aillent en direction du stade. Je ne sais pas si lorsqu'on fait une fête populaire, c'est pour le peuple, ou alors parce qu'il y a trop de tracasseries et il faut qu'on sache que le Cameroun va organiser une CAN dans quelques mois, peut-être dans 18 ou 19 mois. Et on a déjà assisté à toute cette tracasserie lors de la CAN féminine. Je crois que nous devons tirer des leçons. Il faut essayer de laisser les Camerounais un peu se mouvoir, parce que je ne suis pas sûr que, et je sais même très bien, que ce n'est pas le président Paul Biya qui demande à son protocole d'État, qui demande à sa garde présidentielle, qui demande à tous ces gens-là de torturer les Camerounais et d'empêcher que les gens puissent se mouvoir tranquillement. Ça, c'est une chose. Maintenant, il faut dire que sur le plan même du jeu, UMS contre New Star, c'est une belle finale, c'est 2 clubs d'élite. Bon, mais il faut aussi dire que, très sincèrement, bien qu'on ait appris quelques couacs, des clubs qui se plaignent parce que les invitations n'ont pas été distribuées suffisamment, alors que l'entrée est gratuite. On n'aurait par exemple appris que le président de UMS menaçait de ne pas participer à cette finale parce qu'il a des chefs traditionnels qu'il a déplacés depuis sa contrée, mais qui n'ont pas eu de tickets. Alors si on a 40 ou 43 000 tickets et que les clubs finalistes n'aient pas suffisamment de tickets, on ne sait pas ce que les gens au ministère des Sports font avec les tickets. Peut-être qu'ils les mangent, je n'en sais rien. Mais il n'y a pas de tickets, il n'y a pas de badge pour les organisateurs, il y a un certain nombre de manquements. J'espère quand même qu'on va essayer d'adresser tous ces problèmes avant la CAN qui arrive. Et surtout, il faudrait qu'on laisse les Camerounais se mouvoir librement pour aller au stade, qu'on diminue un peu le protocole parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas le chef de l'État qui demande de le faire. Il faut que les Camerounais soient libres d'aller au stade pour que cette fête soit populaire, parce que c'est la fête du peuple. Il faut qu'on arrête un peu, qu'on diminue un peu avec ses ailes dans le protocole. En tout cas, c'est pas le protocole qui fait la sécurité, c'est la direction de la sécurité présidentielle qui sait pourquoi elle prend toutes ces mesures. On termine avec une autre triste en sport. Benjamin Massink, né le 20 juin 1962 à Edea au Cameroun, est un joueur de football, un footballeur international camerounais qui évoluait au poste défenseur, donc stopper pour être tout à fait précis, avec l'équipe nationale du Cameroun. Il a disputé environ 21 matchs pour un seul but marqué dans sa carrière entre 1987 et 1992. Sélectionné également pour la Coupe du Monde en 1990 lors du mondial organisé en Italie. On se souvient encore de ce tacle sur Caniggia et sur Diego Armando Maradona. Le Cameroun avait terminé la rencontre à 9 contre 11 finalement, remporté par les Lions. Donc le Lions indomptable a cassé sa pipe aujourd'hui. En tout cas, c'est une information que nous avons reçue très tôt ce matin de la famille du défunt. On termine avec cette dernière information qui nous parle également du conseil d'administration très attendu du côté de la CHPH prévu pour le vendredi. Un conseil d'administration qui avait été annoncé cette semaine, renvoyé pour vendredi 15 décembre 2017. On parle de Elompier Paul qui dirige cette entreprise de main de maître, cumulativement avec ses fonctions de ministre délégué, directeur général qui ne laisse rien tomber, rien passer de ce côté-là. Eh bien, les membres du conseil d'administration ont décidé de voir clair dans cette affaire. En tout cas, c'est une affaire à suivre. Le reste de l'actualité traité par nos confrères, c'est dans cette revue de presse que signe Bran Kamga. Bonjour. La guerre est ouverte entre l'armée camerounaise et la milice de l'Ambazonie. Hostilité lancée dans une déclaration du président de la République, Nodi Mutation, qui présente les scénarios de la riposte du gouvernement. Pour Hot News,
Paul Biya vient de siffler la fin de la récréation et les sécessionnistes doivent rendre compte de leurs atrocités. Feu sur les terroristes, titre l'essentiel, qui reprend certains mots de la déclaration du chef de l'État. Les choses sont désormais claires face aux attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Des stratégies ont été élaborées pour mettre hors d'état de nuire tous ces assassins. Le quotidien Émergence présente les solutions du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Bétia Sommo, qui tente de rassurer face à l'inquiétude qui monte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La riposte musclée n'a pas attendu longtemps et pour l'anecdote, les soldats camerounais sont déjà sur le terrain jusqu'au Nigeria. Des coups de fil se multiplient entre les présidents des deux pays, camerounais et nigériens. Le téléphone seul ne peut résoudre ce problème et pour être mieux en face, le haut-commissaire du Nigeria, envoyé spécial de Muhammadu Buhari, a été reçu en audience par Paul Biya. Il faut à tout prix préserver l'unité du Cameroun. Le quotidien L'Épervier se demande où est passé le renseignement prévisionnel du Nigeria. Trop c'est trop et devant les attaques meurtrières à répétition, le président Biya prend à témoin la communauté internationale. Le jeu trouble du SDF inquiète également dans cette crise. Défi actuel rappelle que le parti de Ni John Frondi ne s'est jamais levé pour dénoncer les atrocités des sécessionnistes contre les populations. Les députés se contentent de bavardage et de bravades ridicules. Tribune d'Afrique remet en question la prise en otage de l'hémicycle de Ngouaikele, ce qui dévoile le vrai agenda politique. Pour Génération Libre, les députés du Social Democratic Front spolient la République. Ils traînent dans la boue une institution dont ils bénéficient de tous les avantages. Sont-ils devenus fous, s'interroge l'orphelin. Il manque de respect aux personnalités du pays et ça donne aux scènes théâtrales à l'Assemblée nationale. Le Cameroun est dans une phase compliquée avec la question de la crise anglophone et en situation d'urgence avec le VIH-Sida. Notre santé révèle que de centaines de personnes malades et sous traitement développent de plus en plus des résistances qui les mettent en danger de mort. Des morts par contre, il y en a dans l'exploitation minière. Les corps de 4 artisans ont été découverts au village Ngwengwe dans la région de l'Est. Repère rapporte que selon des témoignages, il s'agirait d'une série d'assassinats orchestrés par des exploitants étrangers. Laquelle exploitation profite moins au pays et la croissance est toujours attendue par baromètre communautaire qui constate qu'aucun programme du plan d'urgence triennal n'a jusqu'ici atteint ses objectifs à cause de l'amateurisme. Un manque de maturité également perceptible dans la mise en œuvre de la décentralisation. Ecomatin fait savoir qu'il y a un dialogue de sourds entre le gouvernement et les élus locaux. Une nouvelle loi pourrait régler ce problème, comme la nouvelle taxe qui sera appliquée dès 2018 sur les jeux de hasard et les paris. Le financier d'Afrique dit qu'un droit d'assise de 25 francs CFA sera appliqué par unité de jeu et de paris. Les joueurs de New Star de Douala et de UMS de Loum ne payeront pas 25 francs CFA. Ils ne sont pas concernés par ce projet de loi, eux, qui jouent la finale de la Coupe du Cameroun de football 2017 ce jour à Yaoundé. Bon dimanche et à dimanche prochain. À dimanche prochain, Brand Kamga, on prend la première thématique consacrée à la crise anglophone qui vire au terrorisme. Cette semaine encore, on assistait à des affrontements qui a conduit à des morts dans la région anglophone, notamment dans la région du sud-ouest cette semaine. Alors, François Bikourou, je commence par vous. Est-ce que c'était prévisible après la déclaration du chef de l'État qu'on allait assister à une escalade de violence, une remontée en puissance dans cette zone? Je préfère remonter, pas escalade. On en avait déjà connu pire que ça avant la déclaration du chef de l'État. Je crois que la déclaration du chef de l'État a peut-être fait sortir les gens du sous-bois. Parce qu'on sait très bien que ce type de déclaration avait été déclamé en 90 dans la région du nord-ouest, lorsque certains esprits avaient cru devoir revendiquer je ne sais pas quoi et avaient décidé de prendre en otage des gens dans cette région. Et après la déclaration du chef de l'État, vous avez vu que la normalité est revenue. En tout cas, force était revenue à la loi qui est représentée par les forces de défense et de sécurité, dont le rôle unique est d'empêcher qu'un citoyen
prennent la liberté de l'autre, parce qu'il paraît que notre liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Ça a permis simplement de savoir que la concussion qui était mise en place, elle est peut-être très vite passée à la vitesse supérieure, parce que l'agenda qui avait été mis en place certainement a coïncidé pernicieusement avec la déclaration du chef de l'État. Il aurait fait peut-être 2 mois après que peut-être ce qui avait été préparé n'aurait pas été fait. Je crois que ce que nous devons retenir, parce que ça fait quand même plus d'1 an et demi que cette histoire a commencé, c'est ce que ça a aussi créé des réactions positives. Parce qu'il y en a effectivement eu. Moi j'ai vu Ni John Frudy, très en décalage avec l'interview qu'il avait donnée dans un journal français. Je l'ai vu hier à la CRTV, il a été clair. Il est allé vers ses petits-enfants qui lui ont dit, Monsieur John Frudy, vous êtes un leader politique, cessez de jouer au chat et à la souris, en tout cas à la chauve-souris. Nous on vous dit, et c'est lui-même qui l'a dit, que la paix là, nous on va aller à l'école, même si on nous met le feu ici, c'est avec nos petites mains frêles que l'on va aller à l'école. Donc c'est déjà un langage qui est positif, et vous voyez que c'est des langages qui passent dans l'ensemble de l'opinion. Il y a eu d'autres réactions comme ça, des acteurs politiques qui au départ, je vous l'avais dit sur ce plateau, croyaient que 2018 était déjà proche. Ce n'est pas loin, c'est certain, mais ce n'était pas encore le cas. Donc je pense que, ça c'est mon avis, laissons un peu de côté les mauvais pics pour aussi mettre en exergue chaque fois que cela est possible, et Dieu seul sait que c'est très difficile pour certains acteurs politiques. Quand ils réussissent quand même à dire qu'il faut qu'on avance tous, cela est valable pour ceux qui gouvernent, cela est valable pour ceux qui entendent gouverner, cela est valable pour nous. C'est cela qui va faire en sorte qu'on ait, je le souhaite, un point central sur lequel on peut débattre, soit les conditions de la paix, soit les conditions de développement. Mais pour le moment, reconnaissons qu'il y a des acteurs politiques qui sont déjà en phase avec la volonté du gouvernement de ramener la sérénité, la paix et la sécurité dans cette région. Abdoulaye Ado, quand le président de la République, dans sa déclaration, dit que désormais tout est clair et on sait exactement de quoi il s'agit, est-ce que par la suite les événements ne vont pas lui donner raison? On ne s'achemine pas vers un terrorisme d'un autre genre dans cette partie? Merci M. Bouba. Je crois que le président de la République, c'est quelqu'un qui prend souvent le temps, rassemble tous les éléments avant de se prononcer. C'est clair, tous ceux qui étaient avertis savaient que ce qu'on présentait comme revendication corporatiste, au fil du déroulement des négociations, on a senti que c'était juste un subterfuge. En vérité, la réalité c'est quoi? C'est que des gens ont décidé qu'ils vont prendre le pouvoir par tous les moyens. Il ne faut pas qu'on fasse de la philosophie et les dissertations, là c'est fini. Le Cameroun est menacé dans son intégrité, dans son existence. Il s'agit de l'état de droit contre l'anarchie. Ou bien on défend l'état de droit et la démocratie va triompher, ou bien on va devenir comme la Libye. Si la Libye est ce qu'elle est là, c'est parce qu'on a tué l'État en Libye. Donc n'importe qui décide de faire n'importe quoi. Donc en vérité, parce que quand on voit M. Bouba, on ne peut pas comprendre que toutes les revendications corporatistes ont été traitées favorablement. L'État a même donné ce que les gens n'avaient pas demandé. Mais chaque fois que le président ou la République accédait aux revendications, c'était considéré comme une faiblesse. Les gens se disaient donc non, comme ils sont en train de céder, ils vont finir par prendre le pouvoir. Donc ces gens avaient quoi dans la tête? Soit accéder au pouvoir à Yaoundé, ou bien accéder à leur pouvoir dans un pays fictif appelé Ambazonie, entre le Nigeria et le Cameroun. Donc dans tous les cas, ils voulaient casser le pays. Donc moi je crois que pendant longtemps, à cause des positionnements, de la flagornerie et des récupérations politiciennes, des gens ont mis le Cameroun en danger. Maintenant, on se sent donc tous menacés. Parce qu'on se sent tous menacés, le président Biya, lui, la différence qu'il a entre lui et nous, lui il a un serment. Et son serment, c'est constitutionnel.
c'est de protéger l'intégrité du Cameroun, la sécurité des personnes et des biens qui sont sur le territoire camerounais. Donc, ils ont fini par pousser le président à bout où il a pris ses responsabilités. Donc moi, je crois que maintenant, pour l'instant, il s'agit de la légitime défense. Les militaires qui sont là-bas ne sont pas là-bas pour attaquer les gens. Ils sont là-bas pour délivrer des gens qui sont des otages des extrémistes. Parce qu'en vérité, il s'agit d'une assistance à ces populations-là. Monsieur Bikoro vous a indiqué le propos de Froundi. Ils sont incapables là-bas de ramener la paix. Les petits-enfants ont décidé de se prendre en charge. Parce que comment comprendre des gens qui se disent aimer des populations, mais brûlent l'école, interdisent aux enfants d'aller à l'école. Donc, leur programme politique, c'est l'inoculation de l'ignorance. Quel est ce pays-là? On aura quel pays? Monsieur Bouba, dans cette zone-là, on a brûlé 56 écoles. Allez donc savoir ce que des gens veulent. Alors, docteur Mbappé, justement, il parle de 56 écoles brûlées, et il parlait aussi tantôt de la population. Est-ce que, après ce qui se passe, la population est suffisamment renseignée sur le bien fondé de la décision menée sur le terrain à travers nos forces de défense par le chef d'État? Ok, merci Bouba pour la question. Ce qu'il faut dire, c'est que oui, je reconnais qu'il y a un problème anglophone. Comme il y a un problème comme il y a un problème, donc il y a un problème anglophone. Ça, il faut d'abord partir de là. Mais simplement, je ne suis pas d'accord avec la méthode qu'ils utilisent pour poser le problème ou pour revendiquer. Parce qu'il ne faudrait pas, nous sommes partis depuis l'indépendance, on est passé par la réunification, donc un Cameroun occidental, un Cameroun oriental qui venaient ensemble. Ensuite, on est passé par l'État unitaire, donc maintenant 2 en 1. Donc, et après, on est devenu le Cameroun tout court. Maintenant, on ne va pas faire le chemin inverse. Si on veut peut-être une meilleure forme de gouvernance à travers la décentralisation, comme moi je propose une décentralisation sur la base, calquée sur le modèle des 10 régions, étant entendu qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que parce que leur région a du pétrole, les autres n'auront rien. Non. Il y a comme ça s'est fait aux États-Unis, là où je vis, il y a des taxes pour l'État, il y a des taxes fédérales. Et lorsque l'État collecte des taxes fédérales, il y a une péréquation. On essaie de tenir compte des réalités des différents États fédérés. Donc, je dis, je ne suis pas d'accord avec la méthode. Il ne faut pas que ces revendications soient teintées d'ambazonisme. Donc, tout à l'heure, Abdoulaye Ado a fortement parlé des gens qui ont des relents, de créer un État dans l'État, créer un autre État. C'est-à-dire qu'ils nous ramènent à l'époque, c'est-à-dire qu'ils nous font reculer pratiquement de 60 ans. Il faut vraiment, oui, aux revendications, non à l'ambazonisme, non à des revendications qui sont teintées de terrorisme. Parce que quand vous brûlez les écoles, vous tuez des membres, des éléments des forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que vous êtes en train de détruire votre patrimoine. Parce que c'est un patrimoine commun. L'école, c'est la République. Donc, vous comprenez que ces revendications-là, même si vous aviez raison, elles ne peuvent pas prospérer parce que la méthode n'est pas bonne. Mais il faudrait dire que les responsabilités sont partagées. Non aux gens qui cassent, mais aussi il faut dire que du côté du gouvernement, nous sommes trop lents à réagir et à prendre des décisions. Les gens ont des problèmes et tout le monde sait qu'ils ont des problèmes. Il y a certainement dans cette partie anglophone, parce qu'ils s'estiment lésés, il y a des gens qui pensent peut-être que l'élite ne les représente plus bien. Donc, mais on met du temps à corriger, à adresser tous ces problèmes-là. Et vous savez, Dostoïevski disait qu'il y a dans le peuple une douleur silencieuse et latente. Elle rentre en elle-même et s'éteint. Mais à tout moment, c'est comme une bombe à retardement. Donc vous comprenez, nous mettons trop de temps à prendre des décisions, trop de temps à sortir des décisions des gouvernements, trop de temps à changer des ministres, trop de temps. Donc il faudrait qu'on se pose la question, est-ce que tous ces gens qui représentent l'élite anglophone, qui représentent les anglophones à Yaoundé, est-ce qu'ils sont encore légitimes? Mon sentiment c'est que non. Donc il faudrait commencer, n'est-ce pas, à contenter ces populations à la base, parce que je pense qu'il faut changer le personnel politique. Ça va être un début de solution, et je pense qu'à partir de là, les anglophones se sentiront
Camerounais, ils sont Camerounais, et je souhaite qu'il le demeure, et en tout cas, il ne peut pas en être autrement. Jean-François Chanon, quand on regarde un peu plus d'un an, on voit que c'est une crise qui perdure. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit à compliquer la situation sur le terrain? Comment en sommes-nous arrivés là? D'abord, je regrette une chose, que la représentation nationale n'ait pas pu ouvrir un débat sur la question anglophone. Je regrette fortement. Et je crois que les divisions qu'on a senties un tout petit peu au cours de cette session parlementaire, notamment du côté de la Chambre basse, c'est relatif à ces aspects. Il n'est pas question de ne pas parler de ça. Il faut parler des problèmes. Il faut qu'on se parle sincèrement. Parce que si on ne se parle pas, les extrémismes vont effectivement s'exprimer et décidément on ne pourra plus arriver. Parce que ce qui se passe actuellement dans le nord, dans les deux régions, avec cette flambée de violence, avec mort d'homme, est excessivement grave. Moi, je suis fils de gendarme et j'ai mal quand on me dit qu'un gendarme meurt, parce que je sais les sacrifices que ces gens font chaque jour pour notre protection, pour la sécurité, pour le travail, avec beaucoup d'abnégation de toutes ces forces de défense, dont je profite de cette occasion pour saluer l'ardeur dans le travail et le sens du devoir qu'ils ont chaque jour. J'ai l'impression que au-delà peut-être du terrorisme, je n'en suis pas un spécialiste. Vous savez, quand on parle, j'ai lu beaucoup de livres sur le terrorisme et il faut toujours être très discret, très subtil quand on utilise cette expression, parce qu'il y a toute une méthodologie dans le terrorisme qui s'exprime. Et je crois qu'Alain Boer, qui est un grand écrivain français que vous connaissez tous, a fait un lexique, le lexique du terrorisme, les expressions qui sont utilisées dans le terrorisme, etc., etc. Et dans la méthodologie, il a formalisé cela de manière assez, j'allais dire, impressionnante. Et là, on est effectivement en train de tendre vers le terrorisme, si je m'en tiens à ce que j'ai lu d'Alain Boer. Mais je retiens aussi qu'il y a beaucoup de banditisme encore, c'est-à-dire du grand banditisme dans cette façon d'opérer. C'est-à-dire encore que quand on va brûler une école, là où il n'y a personne, c'est du banditisme, parce que je ne sais pas, c'est du vandalisme même, etc. Parce que qu'est-ce qu'une école représente? C'est le symbole de l'avenir. Pourquoi on va brûler une école? Parce qu'on s'est dit que on veut. Dans le fond, j'ai déjà dit ça peut-être ailleurs ou sur ce plateau. J'ai causé un peu avec, en ce sens que les liens que je peux avoir avec des anciennes personnalités avec qui mon papa a travaillé, comme gars du corps du président Idjo. J'ai causé avec certains membres qui m'ont dit, en quittant le pouvoir, le président Idjo a dit 3 choses au président Biya. Et ça peut se vérifier. La première chose, ce président, les Chinois sont nos amis. Donc il faut travailler avec eux. Deuxième chose, la Camer est une fierté nationale. Elle doit continuer à exister absolument pour qu'on puisse se sentir. Troisième chose, ne jamais oublier que nous avons fait l'unification de notre pays avec nos frères du Nord-Ouest. Parce que nos frères du Sud-Ouest avaient majoritairement voté pour le rattachement au Nigeria. Oui. Donc il faut tout faire pour que nos frères du Sud-Ouest se sentent intégrés Camerounais. Donc travailler avec eux en profondeur de manière à ce qu'il n'y ait plus ces susceptibilités là, sinon à la longue le Cameroun aura des problèmes. Parce que, et vous verrez très bien que quand on regarde toutes ces élites là, il y a 2 formes d'élites anglophones. Il y a l'élite du Nord-Ouest, d'abord l'élite du Sud-Ouest en général. Quand ils ont terminé le secondaire, c'est-à-dire le bac ou comment dire, high school diplôme. Voilà, ils vont directement au Nigeria. Après le Nigeria, ils vont à Londres ils vont aux États-Unis. Ils ne connaissent pas. Mais les gars du Nord-Ouest, la plupart des élites qui ont du Sud-Ouest ou du Nord-Ouest? Du Nord-Ouest. Viennent d'abord à l'université de Yaoundé. Il y en avait une seule dans notre pays. Ils viennent d'abord à Yaoundé avant d'aller à Londres, avant d'aller aux États-Unis. Et vous verrez que les extrémistes qui prennent de manière malheureuse la sécession de notre pays sont des gars de Manfi. La plupart
Ce sont des gars de Manfé. Du sud-ouest. Du sud-ouest. Qui n'ont pas vraiment connu le Cameroun. Qui ont traversé directement pour le Nigeria, partis pour Londres et les États-Unis, etc. Et ils disent n'importe quoi sur le Cameroun. Et au point où aujourd'hui on se demande, on en est à apporter des réflexions. Moi je crois que dans le fond, on doit arrêter de tout discours extrémiste de deux côtés, ne nous avance pas. C'est d'abord dire à ceux qui prennent la session que ce n'est pas possible. Le Cameroun ne peut plus être divisé. On a beaucoup avancé. Il y a certainement des problèmes que nous-mêmes francophones, en tout cas ceux qui sont de culture francophone, nous connaissons. Je vais terminer. Que nous connaissons, que nous pouvons voir chaque jour. On s'est dit que bon, est-ce que vraiment nos frères qui travaillent aux côtés du président de la République sont vraiment ceux qui représentent la réalité de... Parce que c'est deux cultures qui nous... Et c'est la richesse de notre pays. Il y a une culture anglo-saxonne, l'a dit, donc les gens veulent directement dire ce dont ils ont besoin. Vous voulez dire, et Dr Mabé l'a dit tout à l'heure, mais attendez, si à l'est on prend du bois, on coupe du bois, si chez moi, chez ma mère, dans la Haute-Sanaga, dans les tréfonds là-bas, on coupe du bois et il n'y a pas de route, et nous on ne dit rien, mais on ne peut pas interdire à ceux qui sont quelque part dans le sud-ouest, dans le nord-ouest et qui n'ont pas de route aussi, de le dire. On se dit, bon, maintenant, il faut le dire dans le cadre d'un dialogue construit, républicain, mais pas dans la violence. Merci. Mais pas dans la violence. Merci Jean-François. Et je termine justement en disant que tous les discours qui comptent à dire aujourd'hui que qu'est-ce qu'ils veulent les anglophones, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ceci. Il faut discerner. Il y a des gens de bonne volonté chez les anglophones qui ont dit des choses, qui ont proposé d'être écoutés sincèrement en posant des problèmes sérieux. Même au-delà, je l'ai dit à Adelaide, au-delà même des revendications corporatistes, il y a même des revendications sociétales qui sont importantes et qu'on a tous le devoir de comprendre et d'intégrer pour toutes les régions du Cameroun. Voilà, Jean-François, merci pour votre pertinence. Je suis obligé de vous couper. Non, je me suis arrêté. Sur ce fait. Je me suis arrêté, Bouba. J'apprécie bien vos analyses qui sont d'ailleurs des analyses pertinentes. Jean-François Mebenga, je vous pose la question quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans la nuit du 6 au 7 décembre et puis du 7 décembre au 8 décembre, des assaillants, une centaine partis du Nigeria, on parle d'environ 200 qui sont pour la plupart des jeunes Camerounais qui viennent s'attaquer, ils mettent un assaut sur nos forces de défense. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela, des jeunes qui viennent carrément affronter les forces de défense? Oui, voyez-vous, il y a une réalité, c'est-à-dire quand on se réfère à ce qui se passe ailleurs, parce que le conflit entre l'État central et la périphérie, ce genre de conflit existe ailleurs. Nous connaissons la Casamance, nous connaissons l'enclave de Cabinda, etc. etc. Donc en France même avec les affaires donc c'est des conflits qui existent entre les Basques en Espagne. Et le prétexte ici, chez nous, c'est la marginalisation. C'est le non-respect de l'identité culturelle de ces populations. Donc voilà le prétexte. Mais il y a eu du côté du gouvernement un premier jet de réponse. Et je crois que je ne veux pas revenir sur ce qu'Abdoulaye a dit parce qu'il a rappelé tout cela. Mais aujourd'hui, la colère de l'État est montée d'un cran. Tout simplement parce que la violence prend une dimension inacceptable. Une dimension inacceptable, n'est-ce pas, dans les deux régions. Et il faut faire, je vais emprunter l'expression d'un politologue camerounais, et il faut assécher le marais. Assécher le marais, ça veut dire que il faut extraire de la société du sud-ouest et du nord-ouest des éléments dangereux, des éléments qui ne peuvent pas permettre à ces populations de vivre en paix et de continuer d'évoluer, n'est-ce pas, dans leurs activités. Et c'est cette opération que le président a fait lancer en tant que chef des armées. Mais dans le cadre du droit,
Tout à fait. La violence de l'État est une violence légitime. La violence de l'État est une violence légitime, n'est-ce pas? Bon, mais donc, quand vous parlez de ces assaillants qui viennent du Nigeria, vous savez très bien que ça se passe dans une zone où les populations de part et d'autre se reconnaissent, ont des relations culturelles. Hein? C'est-à-dire, chez nous, les peuples ne connaissent pas les frontières. Les peuples sont d'un côté à l'autre de la frontière, mais ils se fréquentent. Donc, il y a comme une espèce d'armée de mercenaires, n'est-ce pas? Les jeunes gens qui viennent leur donner un coup de main, parce qu'il faut mener un certain nombre d'opérations, des opérations effectivement terroristes, c'est-à-dire que le meurtre, il faut tuer, il faut détruire, n'est-ce pas? Il faut mettre les populations sous menace de la mort. Donc, terroriser les populations. Les prendre en otage. Alors, l'objectif, ce qu'il recherche ici, c'est quoi? C'est amener le gouvernement à accepter ou alors à favoriser des concessions qui leur permettraient, n'est-ce pas, de gagner au niveau de leurs objectifs. C'est-à-dire imposer, n'est-ce pas, une certaine vision de leur affaire. Donc, vous savez très bien que notre constitution, nous le savons tous, dit que la République du Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Elle est une et indivisible. Donc, quand on en arrive là, eh bien, toutes les mesures de violence sont, j'allais dire, préservées par l'État. C'est-à-dire qu'il faut absolument sauver les populations, n'est-ce pas? Dites-le clairement, Jean-François. Oui. Dites exactement ce que vous voulez dire. Non, j'ai l'impression que vous tournez. Mais non, je dis justement que les mesures que prend l'État, la violence légitime de l'État, se met en action justement pour mettre les populations pour les populations qui sont loyales, les populations qui reconnaissent, n'est-ce pas, la légitimité du système en place, qui veulent évoluer dans leur pays, eh bien, que ces populations-là soient protégées. Alors, je compte sur votre esprit de synthèse pour que nous puissions faire un dernier tour de table sur cette question. Si on parle longuement, on ne peut pas arriver au terme de ce programme. Je commence par vous, François Bikoro. Le Nigeria, qui jusqu'ici, entre guillemets, était considéré comme la base arrière de ces sécessionnistes, cette semaine, le Nigeria a été clair, a déclaré soutenir le Cameroun dans cette guerre. Est-ce une mauvaise nouvelle pour les sécessionnistes du Biafra? Je ne voudrais pas perdre les quelques minutes précieuses que vous m'avez données pour s'occuper des choses qui se passent dans un pays voisin. Mon pays en a déjà tellement qu'il vaut mieux que je me concentre sur mon pays. Mais par contre, c'est une information que vous donnez à ceux qui croyaient qu'on blaguait, qu'on était en train de s'amuser. Il faut bien leur dire que nous partageons 2400 km de frontières avec le Nigeria, qui nous a donné en cadeau de Noël il y a cela 3 ou 4 ans ce qu'on appelle Boko Haram. Et vous vous souvenez, en son temps, quelques hypocrites et imposteurs qui pullulent dans les radios et les télévisions sont venus vous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de route à l'extrême nord, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas ceci. Non, c'était le coupeur de route, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, bandit. Non. Vraiment, nous avons été à l'école pour savoir interpréter un certain nombre d'actes. La même chose s'est passée en ce qui concerne la Seleka et je crois Balaka, je ne sais pas comment on l'appelle. Anti-Balaka. En RCA. Le gouverneur actuel, qu'il me pardonne, je suis obligé de le dire, parce que les Camerounais aiment les images. Le gouverneur actuel du littoral était gouverneur de l'Est à son temps. Et on voyait quelqu'un qui est dans un bar, boit, mange, et au moment où on lui demande de payer, il sort une Kalachnikov. On appelle Yaoundé pour dire il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et les Nations Unies disent qu'il ne faut pas bousculer les gens, c'est des réfugiés, il ne faut pas les encadrer. Et à un moment, le gouvernement a dit nous bouclons les réfugiés. On a dit la même chose en ce qui concerne le Nigeria. 6 millions de personnes s'y retrouvent sans qu'on sache d'où ils sortent, là où ils vont. Des gens qui n'ont pas de délit de faciès. Et on dit qu'il ne faut pas les bousculer. Non, je crois que c'est terminé. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est une construction. On veut pousser l'État du Cameroun, j'allais dire les forces de défense et de sécurité, à faire ce que les populations elles-mêmes n'arrivent pas à faire depuis 1990. Aider certains personnages, quand même à faire partie, M. Biya, qui est quand même là depuis 34 ans. C'est-à-dire, je le dis toujours, quoi qu'on dise, Jean-François Mabenga, vous m'excusez, ça fait 40 ans. 40 ans, c'est 4 générations de Camerounais qui aspirent à gouverner ce pays, à tout le moins à aider quelqu'un à gouverner ce pays. C'est eux qui nous créent des problèmes, parce que quand il y a une situation, l'analyse doit être faite de façon froide,
mais on le fait à l'aune justement de cet espoir que ces 4 générations veulent aboutir à quelque chose. Moi je pense à mon humble avis que la seule stade de la société sur laquelle, si M. Chanon peut me laisser parler, terminer chuter parce qu'il est très content. Il est tellement content de ce que vous dites. La seule chaîne de la strate camerounaise sur laquelle nous devons compter aujourd'hui, c'est celle à qui on a interdit de faire la politique politicienne, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité. Maintenant je termine par là, il n'y a pas de hasard, je suis un communicant. 1er octobre, M. Biya doit être, je crois, aux Nations Unies. C'est des moments forts pour être entendu. Les gens ont fait tout ce qu'ils ont fait ce jour-là parce qu'ils savaient que ça va retrouver M. Biya aux Nations Unies. Le dernier assassinat des forces de défense et de sécurité, je crois que M. Biya était à Abidjan. Il n'y a pas de hasard. Et ils sont bien construits, ils savent où ils vont. L'essentiel, c'est de recruter le reste de la troupe. Nous, les hypocrites de l'opinion, là, on parle, mais on ne sait pas agir. On va donc provoquer les forces de défense et de sécurité pour qu'elles posent le mauvais acte. Mais là, depuis que le chef d'État a pris position, d'ailleurs, les gens commençaient à se demander si le bateau avait un commandant. Eh bien, le commandant a déjà donné le cap. Il nous appartient à nous de tenir compte de la situation sécuritaire que j'ai décrite tout à l'heure et d'apporter à la seule strate qui n'entend pas 2018, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité, à travailler dans la sérénité pour que ce pays soit ce que nous aurions voulu qu'il soit pour les millénaires à venir. Abdoulaye Ado, pour comprendre la sincérité du Nigeria, est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, à ce que le mandat d'arrêt lancé contre les leaders de l'Amazonie qui sont au Nigeria, que le Nigeria puisse effectivement exécuter ces mandats d'arrêt? Oui, moi je ne doute pas un seul instant de la sincérité du Nigeria, parce que le Nigeria a connu le même problème. Les Boko Haram ont voulu, c'est-à-dire s'attaquer au Nigeria et peut-être se réfugier au Cameroun. Le Cameroun ne l'a pas accepté. Donc il y a un retour d'ascenseur inévitable. Et la réalité c'est quoi? C'est qu'il y a un texte, une convention entre le Cameroun et le Nigeria qui cause un peu de difficulté, parce que un Camerounais ou un Nigérian qui se retrouve de part et d'autre a jusqu'à 3 mois, on ne lui demande aucun papier. C'est après 3 mois qu'il peut avoir un visa. Vous comprenez? Donc ça fait que la fluidité est là. Mais la sécurité des deux pays est menacée. Et je dis que pendant longtemps, les gens nous ont roulé dans la farine. Le Nigeria est une république fédérale. Il y a 36 États là-bas. Il y a 10 mouvements de sécession au Nigeria. Donc si les gens vous présentent le fédéralisme comme un remède, le Nigeria est là pour être un exemple. Comment comprendre qui est encore la jeunesse du Biafra, qui entre en action avec les sécessionnistes amazoniens du Cameroun? Parce qu'il y a ce groupe-là. La guerre du Biafra, c'est depuis 1967. Vous comprenez? Mais ça existe toujours. Donc c'est dire que, je dis qu'il ne faut pas blaguer, il ne faut pas, il y a une tentative, même l'année dernière, c'est parce que le président du Nigeria est resté ferme. Et il faudra rester ferme avec ces mouvements-là. Parce que moi je ne vois pas comment, M. Bouba, on peut laisser les gens, quand on veut changer M. Biya, c'est ici au Cameroun par les élections qu'on le change. On va dire que les élections sont truquées, ceci ou cela, mais vous savez qu'en Gambie, le président Yahya Jammeh, qui est taxé de dictateur, a organisé des élections et il a perdu. Il a perdu les élections. Les gens se mobilisent. En tout cas, que les gens se mobilisent pour 2018, attendre les élections et battre Paul Biya aux élections, même si certains estiment que ce ne sera pas chose facile. Sur cette question, pour rester sur la thématique principale, on se rend compte que sur le terrain, ce ne sont plus les populations qui meurent, mais ce sont les éléments de forces de défense qui sont égorgés, qui sont assassinés. Mais la grosse curiosité, la fameuse communauté internationale ne dit rien sur la question, docteur Ba. Justement, c'est un gros piège, parce que la communauté internationale attend justement que les forces de défense et de sécurité commettent cette faute. C'est-à-dire que, parce qu'elle va riposter, elle va tirer, il y aura des représailles, elle va tirer sur les populations. Et à ce moment-là, la communauté internationale va dire le gouvernement camerounais tire déjà sur son peuple.
crimes contre l'humanité. Absolument. Donc, je crois que on ne doit pas tomber dans ces pièges. Je suis né, j'ai trouvé des gens qui étaient ministres au gouvernement. Jusqu'aujourd'hui, je m'apprête bientôt à prendre la retraite, ils sont toujours au gouvernement. J'ai dit qu'il faut renouveler le personnel politique. Il faut résoudre les problèmes du peuple. L'avantage du problème anglophone, c'est qu'il pose, on peut le dupliquer à l'ensemble des régions du Cameroun. Et le Cameroun, c'est 300 ethnies. Vous pouvez le dupliquer aux 300 ethnies. Dans le gouvernement, là, il n'y a qu'un ministre de ma contrée, hein, Eugène Belambela. Mais je peux aussi me plaindre. Donc j'ai dit, il faut renouveler le personnel politique. Parce qu'il n'est pas normal que pendant 4-5 décennies, que nous naissions, on trouve les gens au gouvernement et qu'ils soient toujours au gouvernement jusqu'à aujourd'hui. Les anglophones en ont ras-le-bol. Comme tous les Camerounais en ont ras-le-bol. Ceux du nord, ceux du sud, ceux de l'est, ceux de l'ouest. Je pense qu'il faut renouveler, il faut qu'on sente une certaine dynamique, une certaine évolution des choses. Les anglophones ont un problème, mais ils posent mal le problème, ou alors ils ont peur de le poser, ou alors ils ne veulent pas le poser. Tous les problèmes corporatifs ont été résolus. Mais pourquoi se plaignent-ils encore? Parce qu'ils ont un autre problème. Le vrai problème, c'est qu'ils ont ras-le-bol. Il y a une élite à Yaoundé qu'ils pensent n'est plus légitime pour les représenter. Mais il faut qu'on les change. Il faut qu'on change tout ça. Et il faut qu'on change toutes les élites de toutes les contrées. Parce que les gens ne peuvent pas rester 4 décennies au pouvoir. Et des jeunes qui arrivent là partent en retraite sans rien faire. C'est des générations sacrifiées et ça ne peut pas continuer comme ça. L'espoir fait vivre, Dr Mbappé. Gardez espoir face à cette élite comprador. Jean-François, on termine peut-être par là. Avec vous, je compte sur votre esprit de synthèse. Vous n'allez pas prendre la parole pendant plusieurs minutes. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que le déclenchement de la guerre ne ruine pas les espoirs de dialogue dans cette affaire? D'abord, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Pourquoi il devait avoir une guerre? Il y a déjà une guerre sur le terrain. Non, il y a des actes de barbarisme, il y a des actes de... Non, mais quand l'armée a attaqué, c'est une guerre. C'est la guerre déjà. L'armée a attaqué. Plusieurs fois, pas une fois, pas 2 fois. On parle des assaillants, plus près de 200. On attaque les casernes, on attaque les compagnies. On attaque les gendarmeries. On attaque quand même des unités de défense. C'est pas... C'est la guerre. En tout cas, on ne veut pas qu'il y ait escalade. Il y a une définition de la guerre qui est connue. C'est-à-dire qu'il faut 2 belligérants qui se connaissent bien. Et il y a une déclaration de guerre formelle. Une guerre symétrique. Symétrique et asymétrique. Asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a des bandits, jusqu'à ce que je dise, il y a tout. Moi, je vais parler... Vous êtes dans le conventionnel. Hein, oui, parce que quand on dit que... Effectivement, c'est aussi... Il y a guerre, c'est qu'il y a une zone précise où il y a un ennemi. Et là... on ne sait pas qui est l'ennemi en ce moment exactement. Parce qu'on ne va pas lancer nos forces de défense, aller dans le nord-ouest, aller dans le sud-ouest, l'ennemi est là-bas. Mais non, on est encore à une opération de ratissage. Ce que nous avons bien compris, on ratisse. Et Jean-François l'a dit tout à l'heure, je voulais qu'il aille jusqu'au fond quand je le taquinais tout à l'heure, de dire quel est le degré de comportement des forces de défense et de sécurité. Parce qu'il y a une population, et dans toute cette population, il y a près de 80% qui ne partagent pas ces arguments. Il y a des gens qui ne demandent qu'à vivre paisiblement. Mais si la guerre est le contraire de la paix, est-ce que le nord et le sud, vous savez, tout ce qu'on énumère là, je vais bien laisser le docteur Mbappé parler. Non, c'est pour vous. Terminez rapidement, vous avez la parole. Donc, il y a une situation réelle à résoudre avant d'arriver à la guerre. Moi, je ne le souhaite pas. Personne ne peut souhaiter un malheur à son pays. Et une guerre, c'est pas bien. Parce qu'on ne sait pas quand on commence. On sait quand elle commence. On ne sait jamais quand elle va s'achever. Et ou bien on ne sait jamais quand on va mettre un terme. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour définitivement régler cette question. Le président Biya peut comprendre que lui-même, il est déclinant, qu'à un certain moment, il faut aussi passer le reste. Il y a beaucoup de gens qu'il a formés dans le cadre de son pouvoir. Des personnalités impressionnantes. J'ai rencontré un homme comme Ebenezer Ndjomolé qui est d'une lucidité. Je n'ai pas dit que c'est lui qui doit être président. Donc, non, ce n'est pas ça. Il y a plein de gens autour du président. Quand vous dites comme ça, on peut, on peut le poursuivre. Il y a plein de gens. Les Ferdinand Gongo. Attention, tout ce monde-là. N'hésitez pas les noms. Il faut en parler, ce sont les gens qui nous gouvernent. Mais vous pouvez leur créer des problèmes.
on doit arrêter cela. C'est justement ça qui fait que le Cameroun n'avance pas. S'il te plaît, Bikolo, j'assume ce que je dis. D'accord, ok. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de se dire que autour du président, il y a un ensemble de collaborateurs capables de prendre le relais. Parce que tôt ou tard, le président Biya ne sera plus là. Tout à fait. Mais alors s'il n'est plus là, on va inventer des gens qui viennent gouverner le gouvernement. On va inventer. Pourquoi on ne veut pas de ce débat-là aujourd'hui? D'accord. On pourra. Je dis, dans cette partie-là, Jean-François, il y a des gens qui sont capables de diriger ce pays. Voilà, on est d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi je ne citerai pas des citoyens? Ne créez pas de problème à vos amis. Ne créez pas de problème à vos amis. Ce ne sont pas mes amis. Parce que vous avez cité des hauts cadres de ce pays. Complètement. Non, je suis désolé. Ça, c'est un point de vue. Je parle du parti que je suis Jean-François, il ne m'a même pas laissé terminer. D'accord. Moi, je vous laisse terminer maintenant. Oui. Terminer sur votre analyse. Je suis donc en train de dire que ouvrons effectivement le débat sur l'alternance. On a compris. Et si on ouvre, il faut qu'on soit sérieux. Oui. Et que le peuple a besoin de savoir qui, après le président Biya, peut continuer. Et le renouvellement du personnel. Il y a un ensemble de cadres qui existent. On les connaît. On connaît le genre de travail qu'ils font. Et moi, ce que je veux dire, pour terminer, pour ne plus parler de cette affaire, parce qu'on n'a plus de crise anglophone, on n'a plus de temps malheureusement. C'est que essayons de voir quand même comment équilibrer. Le président est francophone, le président du Sénat est francophone, le président de l'Assemblée nationale est francophone, le président du Conseil économique est francophone, le président de la Cour suprême est francophone, le procureur général, le premier ministre et puis il y a maintenant un premier ministre qui est anglophone. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement s'il est capable de pouvoir poser avec la légitimité et détermination il faut peut-être la penser, revendication anglophone. Il faut peut-être il y a peut-être lieu de penser à tout ça. Penser à tout ça. Non, il faut comprendre. On peut peut-être envisager un poste de vice-président qui pourrait sortir de cette zone comme c'était à l'époque. Vraiment en 30 secondes sur cette question. Est-ce que la riposte de l'armée est proportionnelle à la tâche sur le terrain? Oui, mais la riposte, écoutez, il y a que le problème qui se pose en ce moment, c'est pas un problème d'alternance. Il y a une situation sur le terrain. Nous avons une organisation clandestine, n'est-ce pas, qui veut que le Cameroun soit dépecé et qu'ils en prennent un mot. Il s'agit d'une organisation clandestine. Et cette organisation clandestine a un bras armé qui agit comme un groupe terroriste, n'est-ce pas? Donc vous avez là une guerre effectivement asymétrique parce que, n'est-ce pas, l'ennemi, le bourreau habite chez la victime. Donc ils habitent au sein des populations, n'est-ce pas, pour créer de la confusion, pour amener les forces de sécurité à tirer et à voir et causer des dégâts collatéraux qui seraient suffisamment importants. Bon, donc il s'agit d'une guerre asymétrique chez les terroristes. Bon, maintenant, ça n'a rien à voir avec les changements de personnes, les changements de système, etc., etc. On vous a compris, Jean-François, merci sur cette question. Je suis obligé de vous couper, peut-être pour vous amener voir comment est-ce que l'armée se prépare pour faire face à toute éventualité, que ce soit dans la partie septentrionale du pays, à l'est du pays, comme au sud-ouest et au nord-ouest. On dit communément, quand on contrôle le ciel, on contrôle aussi la terre. Eh bien, c'est l'armée de l'air qui fait des exercices. C'est du côté de la région de la Damawa, à Tchabal. Le reportage de la semaine porte la signature d'Éric Ngele, notre correspondant dans cette zone. Objectif nord, 07 degrés 36 minutes 24 secondes. Coordonnée est 013 degrés 26 minutes 36 secondes. Tir de roquette à partir d'un MiG-17. À sa suite, un tir de canon avec un aéronef de type Z9. Décollage, atterrissage, tir en position stationnaire, tout ceci en flux tendu. À la faveur du renforcement de son potentiel aérien et humain, et pour mieux assurer ses missions de guerre et humanitaire, l'armée de l'air s'est inscrite dans un processus d'entraînement tous azimuts. Ici au polygone de tir de Tchabal, les opérations sont conduites par son chef d'état-major. 50% de tirs réussis.
Derrière cette campagne, une préparation matérielle, logistique et humaine intense. Nous avons le Z9 qui sera chargé de roquettes et d'un canon, et le M17 de 2 types de roquettes et d'une mitrailleuse de force. Les 2 appareils seront en l'air en même temps. L'un fera le tir pendant que l'autre sera en couverture. Ils ne seront pas en patrouille serrée pour les besoins opérationnels. Ils seront en Noria pendant que l'un fait la couverture, l'autre en axe d'attaque. L'armée de l'air s'entraîne pour maintenir sa capacité opérationnelle et son niveau de performance au maximum. Les participants ont la possibilité de s'aguerrir à l'utilisation de leur matériel dans toutes les situations, tout en bénéficiant d'un environnement réaliste. Objectif fonctionnel, objectif aussi opérationnel. Vous savez que pour qu'une bonne armée, une armée soit bien efficace, il faut qu'elle s'entraîne. Le troisième objectif, c'était de valider en quelque sorte certaines procédures. Une recherche de coordination, d'efficacité et de précision qui vaut son pesant d'or sur tous les théâtres de guerre. Je peux être satisfait. Nous venons aussi pour nous entraîner. Donc, tout ne peut pas se passer bien à 100%. C'est pour ça que nous avons des pour essayer de corriger ce qui ne va pas. Autant le dire, l'armée de l'air est parée à toute éventualité. Voilà, je crois que les sécessionnistes n'ont qu'à bien se tenir. L'armée de l'air est bien parée pour faire face à ce genre d'attaque sur le territoire camerounais. On embraye rapidement avec le sport pour parler de l'affaire Hugo Broos, le sélectionneur désormais, ex-sélectionneur de Lyon. L'Indomptable a reçu une correspondance cette semaine du comité de normalisation qui a voulu normaliser le contrat d'Hugo Broos. Eh bien, Dr Mbappé, que doit-on comprendre de la correspondance du comité de normalisation adressée au ministre des Sports? S'agit-il tout simplement de Hugo Broos qui a été remercié, qui a été viré, ou alors il y a eu un sursis? Bon, disons que cette résolution du comité de normalisation qui porte résiliation du contrat de travail numéro 2016-003 par MINICEP, pour dire que c'est un contrat de travail qui a été signé par le ministre des Sports, Bidoum Pat. Et donc c'est une incongruité que de comprendre, et parallélisme des formes doit l'obliger qu'un contrat signé par le ministre soit résilié par la FECAFOOT. Ça, c'est quelque chose que je comprends très mal. Et donc, j'ai la faiblesse de penser que... Mais il faut préciser que ce n'est pas le ministre des Sports qui signe le contrat. Justement. Contresigne, le contrat est valide quand c'est la FECAFOOT. Non, il n'a même pas contresigné. Parce que voilà encore une disposition internationale que nous sommes en train de violer. Les contrats au sein de la FIFA, parce que c'est elle qui nous gouverne tous, c'est la fédération. Le ministère ou le ministre n'a rien à voir là-dessus. Donc je dis bien la référence, c'est pas MINICEP. Ça veut dire que le contrat de travail d'Hugo Broos, il a été engagé par le gouvernement, par le ministre. Ça, c'est une incongruité. Maintenant, on comprend mal comment quelqu'un va résilier un contrat qu'il n'a pas signé. Parce qu'on dit pourtant résiliation. Donc ça, c'est une anomalie juridique. Deuxième anomalie, on dit résiliation. Résiliation, c'est rompre un lien qui existait avant. Oh, monsieur Hugo Broos n'a jamais eu de contrat. Parce que c'est lui qui est supposé l'avoir recruté. Si c'est Bidunkwat, au sein de la FIFA, il n'a pas qualité pour recruter un entraîneur. Si c'est Tomba Yaroko, il y a une décision de justice qui dit qu'il n'a jamais été président. Donc, de toutes les façons, même si vous prenez l'équation, dans n'importe quel sens, Hugo Broos n'a pas de contrat. Donc, on ne peut pas parler de résiliation de quelque chose qui n'existe pas. Donc, au lieu de résiliation, on aurait dû parler d'annulation. C'est-à-dire retour au statu quo ante. Il n'a jamais eu de contrat. Maintenant, il faudrait dire que sur le plan même du contrat, pourquoi est-ce qu'on résilie son contrat? Je pense qu'il y a quand même un certain nombre de manquements. Hugo Broos a eu des problèmes, il y a eu des problèmes d'éthique, parce que quand même c'était un vaste comptoir, les gens l'ont décrié. Il y a eu des problèmes déontologiques, il a mal communiqué, il a mal parlé du Cameroun, il ne respectait pas sa hiérarchie, il ne respectait pas le peuple camerounais. Il y a maintenant des problèmes juridiques,
il a été mal recruté, il n'a pas de contrat. Maintenant, je vais finir par la normalisation pour dire quelques mots et je vais chuter par là. Pour dire que Maître Api, il n'a pas le droit, il ne doit pas échouer. Parce que si au 31 décembre de cette année, dans quelques jours, il n'a pas donné un chronogramme clair de comment vont se passer les élections à l'Africa Foot, le collège électoral, etc., eh bien, il aura échoué. Et s'il échoue, il y aura des conséquences graves. D'abord pour lui-même, pour le reste de sa carrière, de sa vie, et pour le Cameroun. Parce qu'il tient le sort de la CAN entre ses mains. Parce que la CAF et la FIFA le regardent. Si le Cameroun n'arrive pas à réussir cette normalisation, et M. Ahmad et Infantino, un pays qui ne peut pas se doter d'une fédération ne peut pas organiser la CAN. On va retirer la CAN au Cameroun. Donc Maître Api doit absolument réussir. Il faut qu'il ne protège pas les gens, qu'il prenne des décisions courageuses. Il est très très lent à réagir. Parce que l'avenir de la CAN en dépend. S'il échoue, et il n'y aura pas de prorogation, parce que s'il demande une prorogation, ça veut dire qu'il a échoué et la CAN va être retirée au Cameroun. Abdoulaye Ado, il faut préciser à l'intention de nos téléspectateurs que le contrat du groupe Rose court jusqu'au mois de février. Et jusque-là, si il y a eu déjà, on va dire entre guillemets, l'annulation de son contrat, ça suppose que son contrat ne sera pas renouvelé. Sur le plan juridique, comment est-ce qu'on peut comprendre la démarche du comité de normalisation? D'abord, il faut dire que la nullité, ce n'est pas au quartier. On s'assoit au quartier, on dit que c'est nul. Pour constater la nullité, vous venez devant un juge. Parce que des gens viennent sur des plateaux, ils racontent des choses. Vous faites allusion à Mbappé? En tout cas, il n'est pas seul. Beaucoup disent ça. La nullité se constate devant un juge. Maintenant, il faut dire que le contrat de M. Hugo Broos est valable. Parce que si vous entrez même, on peut invoquer la bonne foi. Hein. Tout ça. Pour régler un certain nombre de choses. Maintenant, pour aller à l'essentiel. Moi, j'ai assisté à l'installation d'Hugo Broos. C'était en février 2016. Il avait également jusqu'en février 2018, je crois le 9 ou le 8. Voilà. Maintenant, généralement dans ce genre de contrat, si on ne veut pas renouveler, on dénonce. On appelle ça. Vous dites à l'autre partie que je ne sais pas quel est le délai qu'ils ont fixé. Le délai était passé, c'était le 8 novembre. Il fallait effectivement lui dire qu'on ne souhaite pas renouveler. Donc c'est ce que le comité de normalisation a fait. Mais il faut dire qu'au Cameroun, contrairement à d'autres pays, c'est les fédérations qui payent les salaires de ces coachs-là. Au Cameroun, c'est l'État qui paye. Donc il faudrait que le ministre, même si l'Africa Foot et le coach signent, que le ministre mette sa griffe pour engager l'État qui finance les salaires et les avantages de ceux-là. Donc c'est comme ça qu'il faut dire pour expliquer. Maintenant, Hugo Broos est encore coach du Cameroun. C'est quand son contrat va expirer qu'on ne va pas le renouveler. Et à ce moment-là, donc je crois vers le 9, il perd la qualité de coach. Mais pour l'instant, on a seulement mis en demeure, annoncé à Hugo Broos que son contrat ne sera pas renouvelé. Mais je voudrais rapidement dire, pour terminer sur la question, vous prenez le cas du Cameroun, je prends juin 2010. De juin 2010 à aujourd'hui, le Cameroun est à son 6e coach. Vous comprenez? Parce qu'on a eu Paul Le Gouin, Xavier Clemente, vous comprenez? Oui, Denis Lavagne, Akono Jean-Paul, Volker Finke, et aujourd'hui, depuis 2016, c'est Hugo Broos. Maintenant, si on ne renouvelle pas, on aura un autre coach encore. En tout cas, on aura un autre coach. Il faut peut-être dire que Hugo Broos coûte essentiellement environ 30 millions de francs CFA, de nos francs CFA aux contribuables camerounais. Et les mauvaises langues disent que Hugo Broos ne recevrait pas l'entièreté de ce salaire. Il y aura des rétrocommissions des responsables fédéraux et les fonctionnaires du ministère des Sports. C'est pour ça que Hugo Broos fait une sortie cette semaine à BBC pour dire que rien n'est encore perdu. Il garde espoir. Le ministre peut le confirmer, J'avais cru et je continue de le croire que les Lions Indomptables, c'est une marque de marketing pour le Cameroun. C'est-à-dire que partout où ils vont, ils représentent le vert ou jaune, flanqué, je crois qu'il y a encore l'étoile, non? L'étoile. Voilà. Et que tous ceux qui sont au nord-ouest, au sud-ouest, nord et partout, se reconnaissent dans cette équipe.
Ce qui suppose que tous ceux qui travaillent à la promotion de cette équipe doivent savoir que chaque geste, chaque parole qu'ils prononcent doit aller dans le sens de promouvoir la valeur camerounaise tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce monsieur a fait une interview qui m'a paru grave et qui m'a donné froid au dos. En ce moment où Dr Mbappé demande qu'on fasse un remaniement, il a dit que tout ce qui se passe là, lui, veut la position de Bédou Pat. Oui, parce que... Quand un adulte parle comme ça, ça veut dire qu'il sait que c'est lui qui dit « Je veux la position de Bédou Pat ». Est-ce que ça veut dire dans le sens de votre question? Il n'a pas prononcé le nom, il a seulement dit. Je croyais que le ministre des Sports actuel s'appelle encore Pat. Et je comprends vos réactions. Ça veut dire qu'il n'a pas enlevé la presse dedans. Oui. Il a bien dit, il faut que chacun me dise. Vous avez dit sur ce plateau, quand on voulait d'abord tenter de l'enlever, que le monsieur a dit attention, vous avez vu, la sérénité est revenue. On peut donc découvrir que les 30 millions, moi je ne suis pas contre les 30 millions. Si les 30 millions étaient dans le sens de travailler, ils sont détestés. Hein? S'ils travaillent normalement, mais je crois qu'on avait dit résidence, on avait dit sérénité dans les lions, on avait dit ceci, on avait dit ceci. Ça a foutu le bon, peut-être. Mais moi je reviens au vœu de tous les Camerounais. Je ne comprends pas bien les Camerounais. Un coup on dit on normalise, et dès qu'on touche ta part, tu dis non, la normalisation n'est pas très bonne. Le docteur Mbappé était le chantre de la normalisation. Il faut normaliser du début jusqu'à la fin. Et monsieur Hugo Bross fait partie de la normalisation. Les 20 secondes pour dire que nous n'avons que la normalisation. S'il vous plaît, docteur Mbappé. La normalisation de notre équipe nationale de l'AFECAFO n'a rien à voir avec la CAN 2019. Il ne faut pas continuer à faire du chantage aux Camerounais sur des choses qu'ils n'ont jamais demandé. Si vous faites bien la normalisation, quel que soit ce qui va arriver, nous en avons gagné au Gabon, on était dans ce sens-là. Donc, laissez les Camerounais suivre Maître Api, qui n'a pas une carrière dans le football, qu'il fasse ce que les Camerounais veulent. On ne voulait plus de l'entraîneur, il a respecté les textes en disant en février, vous ne serez plus là. Vraiment, ne revenons pas là-dessus. Merci, cher monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera à 23h. Merci d'avoir regardé. Je vous convie à une émission L'Arène, ce sera également ce soir quand il sera 20h30 avec Ghislain Pierre Essonneau qui reçoit le professeur Bénézer John Mouelet. Merci. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Bien le bonjour.